Donc, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Lélian, bonjour Thomas, bonjour Diane. Donc on va revenir cet après-midi sur deux sessions auxquelles vous avez assisté. Donc la première session de communication orale en cancérologie et puis la deuxième session qui était la présentation du rapport sur la chirurgie robotique. Donc concernant la cancérologie, le face-à-face en cancérologie de ce matin, ce qui nous a particulièrement marqué avec Thomas, c'était la place de la chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du côlon, et particulièrement le côlon en occlusion, qui se met de plus en plus en place, avec finalement une attitude radicale de première intention qui diminue peut-être, avec l'apparition de la chimiothérapie donc néoadjuvante et la mise en place d'iléostomie, même dans le cancer du côlon droit, en occlusion de prime abord. Avec M. Carouille qui défendait l'idée d'éviter de se précipiter dans les cancers du côlon en occlusion avec la mise en place d'une chimiothérapie après la réalisation d'une stomie. Et des études qui montraient que la chimiothérapie dans les stades 2, par exemple en occlusion, augmentait la survie globale et la survie sans récidive. Donc je pense qu'on va tendre de plus en plus vers une démocratisation de la chimiothérapie après la mise en stomie et, dans les cancers du côlon gauche et droit en occlusion. Alors, c'est pas tout à fait une démocratisation. Hein. Non, mais c'est toute la. Voilà, oui, c'est que, au regard de ces données, il y a la place pour une étude randomisée pour valider cette attitude justement. Faut pas que c'est comme tout essai clinique, on a une hypothèse, mais il faut la valider et pas que tout le monde dans son coin aille dans cette pratique-là alors qu'elle n'est pas démontrée. Mais voilà, tu as raison. C'est les arguments qui ont appuyé la réalisation de cette étude qui a été financée au PHRC et soutenue par French. Ouais. Et donc ensuite, on a abordé les différents modes de reconstruction après gastrectomie partielle. Il apparaît finalement que les reconstructions en oméga qu'on nous a, durant notre formation d'interne, présentées comme étant à bannir, ne l'étaient peut-être pas tant que ça, et en particulier chez des patients âgés, fragiles, avec beaucoup de comorbidités. Et que dans ces cas très précis, on pouvait leur réserver une indication, sachant que la reconstruction en Y garde une bonne place. Une bonne place, oui, effectivement. Mais M. Chahine parlait effectivement de la reconstruction en oméga qui présentait les patients présentaient plus de gastrite, de nausées, de douleurs abdo, mais qui n'avaient pas au final de différence en termes de qualité de vie, avec une durée opératoire qui était diminuée. Donc, comme a dit ma collègue, on peut cibler cette intervention aux patients âgés, comorbides et non diabétiques. C'était ça un peu qui ressortait du face-à-face sur la reconstruction après gastrectomie partielle. Oui, alors c'était les ouvertures qui ont été données par Caroline Grenier en particulier par rapport à les effets indésirables, en particulier de l'oméga. Mais c'est la même chose, en fait, il n'y a pas d'études randomisées sur le sujet. Et donc, même s'il y a beaucoup d'arguments dans la littérature, l'idée de ce travail, c'était justement de l'évaluer et de le démontrer de manière formelle grâce à des données de qualité de vie robustes. Quoi. Et concernant donc maintenant la chirurgie hépatique des métastases, si tu veux parler de la laparotomie peut-être. C'était un face-à-face entre la laparotomie et la célioscopie pour la chirurgie des métastases, avec M. Fuchs qui basait surtout son argumentation sur les suites post-opératoires, les suites opératoires avec des complications pulmonaires de 45 à 50%, qui occupent une mortalité qui n'est pas négligeable, avec un bénéfice de la cellule qui a été démontré sur ces complications, mais qu'en même temps, la laparotomie, pour des chirurgiens pas forcément formés en chirurgie hépatique, restait quand même un bon abord chirurgical quand on est chirurgien, qu'on n'a pas d'expertise en chirurgie hépatobiliaire, par exemple. Puis en particulier quand il y a des antécédents avec beaucoup d'adhérence. Beaucoup d'adhérence, effectivement. Une exposition vasculaire qui peut être difficile. Une moins bonne pratique au niveau de l'échographie Solio versus Laparo. Voilà. Et puis effectivement, comme tu dis, l'expérience chirurgicale avec des hépatectomies qui peuvent être plus complexes à réaliser pour des chirurgiens par solioscopie par rapport à de la laparotomie. Donc voilà, discussion en fonction des habitudes qu'on peut avoir, de l'expertise.
Ouais, donc c'est ça, vous avez bien résumé sur ce projet qui est en attente de mise en place, là, qui a été validé il y a 2 ans maintenant au PHRC, et donc voilà, qui a pour objectif de tenter de démontrer la supériorité. Alors ce qui a été discuté, c'est l'extension hépatique, qui va être où tous les malades peuvent être randomisés dans cette étude, et c'est finalement les centres par rapport à leur niveau d'expertise en cœlioscopie hépatique qui randomiseront, qui jugeront la faisabilité de la cœlioscopie ou non, et dans ce cas-là, les malades pourront être inclus dans cette étude, tout en sachant qu'aujourd'hui, ça reste la laparotomie la référence. Ouais. Et ce que défendait monsieur Passot, c'est surtout la carcinose péritonale qui pouvait passer inaperçue en célio. Mais d'un autre côté, monsieur Fuchs parlait aussi de différents instruments, enfin de différents outils, type le verre d'ocyanine ou des dispositifs de réalité augmentée pour pouvoir peut-être détecter des micro-métastases péritonéales. Tout à fait. Très bien. Pour la session de cancérologie, petit résumé. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est très bien. Bon résumé de ce qu'on a entendu ce matin. Bon, c'est bon. Bon point pour nous. Et maintenant, un résumé donc, de la remise du rapport de l'AFC de cette année en robotique chirurgicale avec Madame Germain, Monsieur Rouanet et Monsieur Valverde. Voilà, il y a des points positifs, des points négatifs. Tout le monde ne sera pas tout de suite d'accord. Voilà, c'est quand même très mitigé dans la conclusion. On va commencer finalement par leur conclusion, mais c'est vrai que 53% des chirurgiens pensent que le robot va se développer. Ça fait quand même beaucoup de gens qui pensent que ça ne va pas se développer. Donc il y a quand même beaucoup de freins financiers, des moyens financiers, des moyens humains qui sont encore à débloquer. Voilà, surtout au niveau des coûts. Pour avoir fait le DIU, c'est surtout les coûts qui freinent énormément les centres, en particulier les périphéries, à se doter d'un robot et à pouvoir le faire tourner. Ils disent à peu près 3 procédures par semaine pour les chirurgiens qui ont accès au robot. Donc c'est pas beaucoup pour rendre rentable le robot. Heureusement que la courbe d'apprentissage, finalement, elle est faible, parce qu'à 3 procédures par semaine, la courbe d'apprentissage, c'est pas comme en cœlioscopie. Donc d'ici à ce qu'on l'amorce et à ce qu'on rende les choses rentables, c'est pas pour tout de suite. Et en parlant de coûts, les coûts indirects, dont je crois que c'était M. Valverne qui en parlait, ils sont très difficiles à prendre en compte pour prouver à terme. Je pense que le robot peut avoir un impact et devenir rentable, parce que il faut des vraies études médico-économiques, pas juste des comparaisons de coûts. Et là, il faut des gens qui fassent que ça. Je pense que c'est un travail de souris. Et de ce que disait aussi le professeur Rouanet, c'est que c'était une vague qui était surtout adoptée par les gens qui avaient moins de 40-50 ans. Donc c'est vraiment les nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de place dans la chirurgie et la médecine. Nous, par exemple, on a été très souvent sollicités pour des simulations au robot. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Là où les détracteurs ont peut-être raison, c'est au niveau du retour de force. Même M. Pruvot parlait de ça hier, que le toucher diminuait de plus en plus en chirurgie avec le visuel qui augmentait. Et je me demande si, en fait, on ne va pas, nous, les êtres humains, arriver à apprécier les tissus rien qu'avec l'œil et pas forcément avec le toucher. Et s'adapter en fait à notre métier. Et est-ce que c'est pas en fait l'évolution de la chirurgie digestive et de la chirurgie en tant que telle, quoi. Et après, il y avait le niveau de preuve, de toute manière, en fonction des pathologies. C'est ça qui pose le problème principal. Et je pense que c'est les indications, tout simplement. Il n'est pas le même en fonction des différentes pathologies qui sont traitées. Les auteurs, dans chaque chapitre, ont bien montré que pour certaines pathologies, à l'heure actuelle, le niveau de preuve restait faible. Ça restait souvent des impressions. Et que finalement, on allait probablement aller vers plutôt une personnalisation de quel type d'intervention, quel type de patient peut bénéficier de l'assistance robotique. Il n'y aura probablement pas de recommandation pour dire ça doit toujours être fait en laparotomie, ça doit toujours être fait en cellio et ça toujours au robot. On voit que les propos sont plus nuancés à l'heure actuelle et qu'on va devoir adapter aux chirurgiens, aux patients, à la pathologie en permanence, et qu'il faudra que les chirurgiens, par contre, soient formés à l'ensemble des techniques à leur disposition. Après, ça rendra toujours le chirurgien plus habile, a priori.
un chirurgien robotique m'a dit ça un jour. Alors, est-ce qu'on pourrait les rendre plus habiles avec le robot? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'expérience et le retour d'expérience pour en juger. Mais ça peut peut-être rendre... C'était un des points positifs qui était évoqué, de faciliter l'accès à l'acte mini-invasif. Pourquoi pas, par rapport à la parotomie. Avec le monotrocar, par exemple, qui peut être une possibilité. Mais qui est peut-être un peu difficile techniquement quand même à aborder d'un coup le monotrocar. C'est intéressant. Pas d'emblée. Il faut être... Bon, voilà, c'était les points qui nous avaient, je pense, marqué avec Thomas sur la session. Et surtout aussi ce que les détracteurs ressortaient, c'est le manque d'application à la chirurgie quotidienne, à savoir les vésicules, les hernies inguinales, les choses comme ça. Donc effectivement, on peut se poser des questions sur la pertinence de cette machine dans tous les CHU. Est-ce qu'il ne faudrait pas réserver ça dans les CHU hautement spécialisés et pas forcément répandre ça dans tous les CHU, parce qu'effectivement, ça n'a jamais montré d'intérêt dans les chirurgies classiques de chirurgie digestive. C'est ce que montre l'enquête, que la plupart des non-utilisateurs évoquent comme principale raison l'absence d'intérêt dans leur activité, dans leur pratique quotidienne, en fait. Et que ce n'est pas un refus de la pratique du robot, mais plutôt l'absence d'indication concrète à son utilisation. Ce qui fait que ça va limiter forcément son utilisation dans des petits centres avec des petits volumes. Et qu'on arrive peut-être à une limite au niveau de la répartition des robots sur un territoire. Maintenant, il y en a déjà partout. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à ce qu'il y ait des robots dans des tout petits centres? À la fois financièrement, c'est quand même très lourd à assumer. Donc, pour que ça devienne vraiment rentable, c'est déjà difficile pour un CHU. Alors, des centres à plus petit volume... Et en plus, ça demande une formation spécialisée pour le médecin et même tout le paramédical, donc toute l'équipe. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup pour vos commentaires sur ces deux sessions. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.